Alors bonjour à tous. Donc en cette période de CCF, il m'a semblé important de revenir sur des petits points clés qu'on peut retrouver dans beaucoup de CCF. Donc notamment donc tous les noms et fonctions des éléments. Donc sur un schéma de principe, savoir et finalement à quoi sert chaque élément et son symbole. Et ensuite calculer une surface. Voilà, passer de litres à mètres cubes, savoir les éléments d'une chasse d'eau, les éléments d'un chauffe-eau, les différents emplacements des appareils, voilà. Donc cette vidéo va vous expliquer, en fait je vais aller dans le détail de chaque appareil et faire un petit tour d'horizon sur ce qu'on peut rencontrer souvent dans les sujets de P1. Voilà. Donc pour commencer, on va aller directement sur ce schéma-là. Donc vous avez en fait un chauffe-eau thermodynamique qui vient extraire en fait l'air des pièces et donc récupère cette chaleur, la chaleur de l'air grâce à un système frigorifique. Donc ici on a finalement l'évaporateur du système et donc ici on a un compresseur qui vient compresser le fluide. Ici, on va dans le condenseur qui finalement vient réchauffer notre eau. Et donc ici, on ressort avec le détendeur et donc on vient récupérer voilà, la chaleur sur l'air. Et l'air donc est extrait ici à l'extérieur de la maison. Vous avez une baignoire balnéothérapie, donc bon voilà, baignoire réalimentée au chaud d'eau froide, tout simplement avec une évacuation. Ici, donc, pour aller directement sur, sur les éléments, donc vous avez une vanne ouverte. Quand elle n'est pas noircie comme ça, elle est ouverte. Ici, manomètre qui permet d'indiquer la pression de l'eau. En deux, vous avez le compteur d'eau froide. Alors, des fois ici, c'est un petit rond avec un petit C à l'intérieur. Voilà, vous avez plusieurs symboles qui peuvent être identiques. Enfin, justement différents, mais c'est pour le même appareil. En 3, vous avez le filtre à tamis. Voilà, juste avant justement le réducteur de pression. Donc là, le filtre à tamis, j'ai pas dit la fonction, il permet de filtrer les impuretés d'eau. Le compteur, j'ai pas dit la fonction, il permet d'indiquer le volume d'eau passé dans l'appareil. Voilà, il indique, en fait, nous, il ne mesure pas finalement le volume d'eau, il va indiquer. Et c'est l'utilisateur qui vient mesurer grâce au compteur. Voilà. Et ici, donc, on a un manomètre qui est intégré directement sur le réducteur de pression. Vous avez ici un clapet anti-pollution qui permet d'éviter le retour d'eau sanitaire vers le réseau d'eau potable. Voilà. Vous avez ici donc une vanne fermée en temps normal, donc des robinets de puisage qui viennent mesurer avant l'adoucisseur et un robinage qui vient mesurer après. Donc l'adoucisseur, lui, il permet finalement de réduire la dureté de l'eau. Donc en fait, on a du calcaire dans l'eau, on a des en fait des éléments dans l'eau qui font que l'eau va être dure et donc finalement ça va créer du tartre dans l'installation. Donc l'objectif et puis de la corrosion. Donc l'objectif c'est de retirer finalement ce calcaire dans l'eau et donc grâce à l'adoucisseur on arrive avec une eau adoucie. Voilà. Ensuite ici donc l'eau froide arrive sur le groupe de sécurité. Donc groupe de sécurité, 4 fonctions. La vanne qui permet d'ouvrir ou de fermer le passage de l'eau. Le clapet anti-retour qui permet d'éviter que l'eau retourne vers l'eau froide. En fait, l'eau chaude retourne vers l'eau froide. Vous avez la vidange. Donc en fait, sur le côté, vous manœuvrez la manette de vidange et donc vous pouvez vidanger le chauffe-eau. Et vous avez la soupape de sécurité qui est tarée à cette barre et qui, quand l'eau chauffe dans le ballon alors qu'il n'y a pas de puisage, l'eau monte en température
donc se dilate et monte et augmente son volume, mais vu qu'elle est dans le ballon et ne peut pas changer de volume, elle va monter en pression jusqu'à la pression de 7 bars, et donc à 7 bars, il va y avoir la sécurité, donc la soupape de sécurité qui va cracher finalement, qui va s'ouvrir pour évacuer le surplus d'eau et le surplus de pression dans le ballon. Donc, ensuite, vous avez le vase d'expansion qui permet, lui, justement, d'absorber une partie de l'eau qui aurait dû s'évacuer par la soupape de sécurité. En fait, dès que justement il y a cette dilatation, il permet d'absorber la dilatation de l'eau. Voilà. Ensuite, vous avez ici donc le chauffe-eau thermodynamique qui permet de chauffer l'eau sanitaire. Donc l'eau ici est chauffée, arrive en partie haute, et là vous avez un raccordi électrique qui permet d'éviter le phénomène de pile et donc d'électrolyse entre justement la cuve du chauffe-eau et le réseau de distribution qui peut être en cuivre, et donc du coup permet de limiter la corrosion du ballon. Bien sûr, dans le ballon, vous avez une anode anti-corrosion en magnésium par exemple, qui vient finalement, qui est sacrificielle, qui vient se sacrifier pour le ballon. Donc en fait, au lieu d'avoir de la corrosion directement sur les parois du ballon, vous avez une anode anti-corrosion qui vient justement se dégrader au fur et à mesure de la vie du ballon, et donc protéger le ballon contre la corrosion. En 12, vous avez un mitigeur thermostatique, donc, qui permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir de l'eau mitigée. Ensuite, vous avez les collecteurs qui permettent de distribuer équitablement les appareils, donc évier, douche et puis baignoire. Voilà, globalement on a fait le tour. Donc ici vous avez un caisson de répartition qui permet de récupérer toute l'air extrait des pièces. Voilà, globalement le schéma. Donc bon, voilà, vous avez donc là pour revenir aussi au ballon, vous avez là ici c'est une résistance stéatite. Donc vous avez vu en fait finalement cette résistance, elle est différente de la résistance blindée que l'on peut avoir. La résistance blindée, alors je sais pas si j'en ai une là justement, voilà. C'est une résistance ici qui est directement plongée dans l'eau, et donc qui est beaucoup plus sujet à la corrosion. Et donc alors que justement la résistance stéatite, elle est plongée dans un doigt de gant en fait, directement. Vous pouvez l'enlever sans être obligé de vidanger le chauffe-eau, et donc elle a une durée de vie plus longue. Ici vous avez une anode en magnésium, donc l'anode de magnésium qui permet justement d'éviter la corrosion de la cuve du ballon. Vous avez donc l'arrivée d'eau froide, voilà, en partie basse, et le départ d'eau chaude qui vient prendre l'eau ici en partie haute, et voilà, qui finalement permet d'éviter d'avoir vraiment toujours de l'eau chaude disponible. Ici vous avez l'Aquasta qui est justement permet de réguler la température de l'eau. Donc on a en fait on vient régler la température de l'eau, et donc si cette température d'eau est inférieure à la température souhaitée, il vient alimenter la résistance qui vient chauffer l'eau jusqu'à ce qu'on arrive à la température souhaitée, et là donc il coupe la résistance pour arrêter de chauffer l'eau. Voilà, la mousse, l'isolation autour justement qui permet d'éviter de perdre la chaleur du ballon, permet de garder l'eau chaude le plus longtemps possible à l'intérieur. Notamment la nuit, quand vous avez justement les heures creuses, vous avez chauffé le gros volume d'eau des chauffe-eau, et la journée vous allez le conserver le plus longtemps possible pour avoir de l'eau chaude disponible sans être obligé
de consommer de l'électricité la journée. Ici, bon, c'est le schéma d'un mécanisme de chasse d'eau. Dans le mécanisme de chasse d'eau, vous avez toujours un flotteur avec associé à un robinet flotteur qui permet d'alimenter à un niveau réglé l'eau, donc pour avoir toujours un niveau d'eau dans le réservoir. Vous avez ici la tirette de chasse. Si c'est un poussoir, ça s'appelle un poussoir de chasse tout simplement. Ici la cloche, le clapet qui vient finalement s'ouvrir dès qu'on vient tirer. Et le joint d'étanchéité, bien sûr, pour éviter les fuites ailleurs que dans la cuvette. Voilà, après bon, je pense que c'est bien de rappeler aussi le calcul des surfaces. Donc si vous prenez une surface, c'est toujours, non, c'est pas toujours, c'est souvent en mètres carrés qu'il faut l'exprimer. Et donc vous avez la longueur fois la largeur. Donc vous multipliez les deux valeurs. Vous voyez, j'ai mis exprès justement en centimètres pour que vous voyez bien que si on fait 300 fois 150, ça va nous donner une valeur qui est très grande, c'est en centimètres carrés. Nous, pour avoir des mètres carrés, il faut multiplier des mètres par des mètres. Donc 3 mètres multiplié par 1,5 mètre. Et ça va donner 4,5 mètres carrés pour la pièce. Si c'est une petite salle de bain par exemple. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite bonne révision pour votre EP1. Bon, là vraiment on a fait un tout petit aperçu, mais vous pouvez faire des sujets d'examen sur le site, directement sur le site ici, vous tapez sujet d'examen installateur sanitaire CAP1IS, je veux dire, et où vous avez, voilà, c'est ce que j'ai tapé, et finalement vous avez tous les sujets qui sont tombés depuis 2004, et vous avez les corrections qui vont avec, donc ça permet de vous entraîner. N'hésitez pas à regarder le corriger à chaque fois, donc vous avez toutes les matières, et surtout vous avez à chaque fois le corriger qui vous permet justement d'avancer en autonomie. Voilà. Je vous souhaite bon courage.